Épisode 2, la mort est-elle instagrammable ? Quand on perd quelqu'un de proche, on se pose vite la question de l'annonce. Quand le dire ? Comment ? Doit-on passer des coups de fil à tout le monde ? Acheter un encart dans le journal ? Parfois, par souci de facilité, on décide d'utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est pratique. Parce qu'on est sûr que tout le monde pourra le lire. Parce qu'on en a marre d'avoir la même discussion au téléphone, encore et encore. J'en ai parlé avec Élise, Tristan, Julia et Valentin, mes témoins pour ce podcast. Tous n'ont pas vécu l'expérience de l'annonce. Par pudeur, ou parce qu'ils n'étaient pas en position d'annoncer le décès de leurs proches. Par contre, ce fut le cas de Valentin. Il a perdu sa fiancée dans un accident de la route. Moi, je l'ai fait seulement sur Facebook, pour une question d'intimité de cercle. À l'époque, mon profil Facebook était fermé avec seulement un cercle plutôt intime et proche. Et je l'ai fait par commodité et par peur après avoir appelé mes parents, ma sœur, mon frère. Je savais que j'aurais pas la force de faire ce 4e ou ce 5e ou ce 6e coup de fil. De toute façon, dès le premier, je savais je sais même pas aujourd'hui comment j'ai fait ces premiers coups de fil. Et donc, j'ai écrit. Et j'ai écrit, je pense, 70 versions de cette annonce sobre, grandiloquent. J'ai lu, j'ai été lire du Victor Hugo. Enfin, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait lui rendre hommage ? Parce que la personne mérite mieux que ce que j'étais capable de donner. Et finalement, c'est presque un peu la lettre que j'ai écrite à la cérémonie d'enterrement. C'est le brouillon de cette lettre que j'ai postée sur Facebook et qui m'a permis de faire ce travail et de ne pas avoir à vivre la discussion 50 fois. Là, c'était vraiment, pour reprendre un terme numérique, j'ai broadcasté cette information dans un cercle privé, mais j'ai fait OK, ça c'est fait. Après, j'ai coupé mon téléphone. Bien sûr, j'ai eu tous les appels en absence, tout, mais et voilà. Et quelques mois après, j'ai pu en parler un peu avec tout le monde, mais à ce moment-là, oui, l'option Facebook et email, parce que une partie des gens ne sont pas sur Facebook, c'était une commodité. Julia, elle, a préféré prendre ses précautions pour la suite. J'ai demandé à plusieurs amis, si par exemple ils apprenaient mon décès, de ne pas commenter sur ma page Facebook, pour éviter en fait que des gens apprennent mon décès par accident, avant que par des canaux traditionnels. Parce que moi, c'est comme ça que d'autres personnes ont été informées de décès. Donc, je sais que ça peut être choquant d'apprendre la mort de quelqu'un via Facebook. Donc, c'était important pour moi de demander, en tout cas, à un certain nombre de personnes de ne pas le faire. Notamment des amis proches qui ont cette habitude-là, et ainsi de suite. Comment parler de la mort en ligne ? Comment rendre hommage à la personne disparue, avec justesse, mais sans devenir vulgaire, ni choquer les autres ? Moi, quand ma mère est morte, je n'ai pas su quoi faire. J'ai d'abord publié une photo d'elle que j'aimais bien. J'ai remercié les gens qui m'avaient contacté. Je n'ai jamais utilisé le terme « mort » dans mon message. J'ai juste dit que ma mère me manquait. Et puis, quelques mois plus tard, je suis revenue sur mon compte Facebook. J'ai vu le visage de ma mère entre des photos de mon voyage au Japon et des messages qui me souhaitaient mon anniversaire. Ça m'a gênée. Alors j'ai tout supprimé. Moi, je crois que je suis une vieille réac et je considère que c'est privé. Elle, c'est Élise. Elle a perdu son ancienne colocataire. En fait, je fais un distinguo entre, j'ai appris par exemple la mort d'anciens profs sur les réseaux sociaux et je crois que je l'aurais pas su autrement parce que les boîtes mail, elles fonctionnent plus forcément, les boîtes d'étudiants, etc., etc. Et donc, je suis très contente d'avoir eu souvenir de ça. Mais quand il s'agit de gens plus proches ou de gens que j'ai plus connus, je suis très embarrassée, assez tendue, assez hérissée, sans que ce soit forcément un jugement moral, mais en tout cas, j'ai du mal à me projeter dedans, moi. Donc, ça reste vraiment un moment privé. Je crois que j'utilise les réseaux sociaux plutôt comme un lieu de blague. Et voilà. Mon amie, c'était une personne
anonyme, c'était un kidam. Quand elle est morte, ça m'embêtait d'ailleurs que ce soit pas un prix Nobel, parce que j'aurais aimé qu'on fasse des discours, que le monde publie cette dame est morte, c'est incroyable, quelle perte pour l'humanité. C'était pas le cas. Et je crois que le fait de savoir qu'on enterre un anonyme ou une personnalité change aussi la façon dont on considère qu'on a un devoir de mémoire, y compris sur les réseaux sociaux, et y compris sur la façon dont on l'annonce. La situation est paradoxale. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous inciter à dévoiler notre intimité. On y publie des photos de nos vacances, de notre mariage, de la naissance de notre enfant. Par contre, on ne montrerait jamais à nos followers une image au cimetière. Et on est gêné de voir le visage de personnes mortes en ligne, même en hommage. Pourtant, le deuil n'a pas toujours été quelque chose de privé. Avant, au contraire, c'était quelque chose de collectif, qu'on montrait aux autres. On veillait les morts en groupe. On les prenait même parfois en photo. Alors, qu'est-ce qui a changé ? La question du port du deuil, oui, c'est moins ostentatoire aujourd'hui, mais ce n'est pas lié à Internet. Hélène Bourdelois est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13. Elle est sociologue du numérique. Elle s'intéresse notamment aux questions du deuil en ligne. Le changement du port du deuil s'est inscrit dans un ensemble de transformations sociétales. Alors par exemple, on a vu, notamment depuis Vatican II, depuis 1972, tout un tas de transformations. Il y a eu un recul de l'emprise ecclésiale, un recul, une médicalisation de la mort, des phénomènes d'individualisation. Il y a une montée de la multiplication des acteurs du funéraire et de manière générale, le deuil qui est devenu une affaire de plus en plus intime, de plus en plus privée, moins collective, moins sociale. Donc effectivement, le deuil n'a plus ce côté ostentatoire qu'il revêtait d'antan. Il y a effectivement une espèce de contradiction à dire que à la fois le port du deuil aujourd'hui est beaucoup plus une affaire intime et privée, et à la fois on utilise de plus en plus les réseaux sociaux numériques qui transcendent un peu ces frontières de l'intimité, où on est dans des espaces semi-publics, semi-privés. Après, c'est la notion elle-même, effectivement, d'intimité, de ce qu'on appelle privacy en anglais, de tout ce qui est affaires privées, qui évolue aussi. C'est-à-dire que les bornes de l'intimité ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. On ne peut pas mettre la vie et la mort sur le même plan. L'intimité, elle va s'exhiber beaucoup plus facilement quand il s'agit d'une victoire. Et en l'occurrence, une naissance qui renvoie à la faculté de procréer, c'est une victoire. Parce que toutes les personnes qui vont lutter pour avoir un enfant, et il y en a beaucoup, savent à quel point finalement la naissance, c'est un phénomène hors du commun. Donc il y a cette idée de réussite qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est finalement quelque part sélective. Alors que la mort, finalement, n'est absolument pas sélective. La mort, quelle que soit la classe sociale, on n'y échappe pas. Quelle que soit la classe, ça reste toujours un phénomène traumatique. Alors après, traumatique qui va évidemment varier selon les cultures, selon les rites, selon les traditions. Et puis il y a l'idée de rupture. Malgré tout, certaines personnes ressentent le besoin de parler des défunts. Elles vont partager des photos le jour de leur mort ou pour leur anniversaire. Dans ces cas-là, on a envie de se souvenir de son proche disparu. On se sent presque responsable qu'il ou elle ne tombe pas dans l'oubli. Comme Tristan. Son père est mort il y a quelques années. C'était une personne âgée, pas du tout sur les réseaux sociaux. Mais Tristan a ressenti le besoin d'annoncer son décès en ligne. Depuis, il publie de temps en temps une photo de son père sur Twitter ou Facebook. Disons que quand on partage l'image de quelqu'un de proche qui est décédé, c'est vrai qu'il y a un peu un jeu d'idéalisation quelque part. On va pas partager c'est vrai que le moment de l'enterrement, d'abord parce qu'évidemment on a peut-être d'autres choses à faire, on n'a peut-être pas la tête à ça aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a malgré tout, si je devais faire une sorte de travail sur moi-même, quand je partage des photos de mon père, je prends évidemment les plus jolies photos. Donc il y a, que je le veuille ou non, il y a quand même un travail un peu d'embellissement du réel. Évidemment, c'est pour maquiller peut-être une blessure, mais la démarche, si je devais vraiment me flageller, c'est un peu la même qu'un Instagrammeur. Parce que quelque part, je vais quand même mettre en avant
quelque chose d'idéal, encore une fois. Mon père souriant, avec un bon profil. Et j'ai évidemment pas partagé forcément ce qui est le plus vrai. Donc on touche quelque chose de profond qui est réel, qui est l'absence, qui est la mort, qui est inévitable. Voilà, on partage le fait que quelqu'un est décédé, mais quelque part on l'embellit aussi. Et il y a un travail clairement de mise en scène, qu'on le veuille ou non. Enfin, en tout cas pour moi, ça me semble évident si je fais un peu d'introspection. Les photos que je partage, elles sont embellies un peu comme un Instagrammeur prendrait un joli selfie, quoi. Sur les réseaux sociaux, tout est beau. Mais est-ce que la mort peut être belle ? En préparant cet épisode, j'ai découvert des comptes Instagram tenus par des maisons funéraires ou des médecins légistes. Une photo Facebook d'un fils embrassant sa mère décédée, avec plus de 2000 likes. Julia m'a même raconté une histoire d'un enterrement diffusé en direct sur Internet. La première fois que j'ai vu un cercueil sur Internet, en fait, c'était le cercueil de mon ami australien. En fait, son enterrement a été diffusé en live sur... alors, c'était pas sur Facebook, mais a été diffusé en live sur un site, mais posté sur Facebook. Parce qu'en fait, l'Australie, c'est géant. Et toute sa famille n'avait pas pu se déplacer. Et donc, sa femme, qui est mon amie, avait décidé de diffuser donc, l'enterrement en ligne. C'était en fait quelque chose que la chambre funéraire proposait. Alors déjà, c'était en 2011, donc on n'avait pas l'habitude, il n'y avait pas des lives Periscope, il n'y avait pas des lives Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc moi, c'était vraiment inédit, c'était la première fois que je voyais un live d'un enterrement, si on met de côté l'enterrement de François Mitterrand, l'enterrement de Jacques Chirac, enfin. Et c'était très étonnant dans sa forme, parce que, alors c'était une caméra cadrée de loin qui montrait toute la chapelle, qui n'était pas vraiment une chapelle. Et en fait, j'ai vraiment suivi un enterrement en direct pendant un long moment avec des gens. Et j'étais en communion, en fait, avec d'autres personnes, mais dans le deuil. Et c'est vrai que c'était pas embelli du tout. Mais en même temps, les enterrements sont un moment d'embellissement. Parce qu'on embellit la vie de cette personne, on lui rend hommage. Donc, quelque part, ça dénotait pas tant que ça, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'était une expérience très étrange. Ensuite, j'ai repensé à un article publié fin 2018 sur le site Numérama. Il parlait d'entreprises du funéraire qui tentaient de faire leur promotion sur Instagram. On y voyait surtout des photos de fleurs, avec des hashtags faisant directement référence à des enterrements. Objectivement, les images étaient belles, même si elles me mettaient aussi un peu mal à l'aise. L'article mentionnait aussi une entreprise française, Iconic. Elle est spécialisée dans les plaques funéraires. Ses produits peuvent être personnalisés en ligne. Surtout, leur esthétique est très différente de ce qu'on peut voir habituellement sur les tombes. Adieu le granit et les colombes kitsch, les plaques d'Iconic sont roses, bleu pâle, vertes. Elles affichent des photos en couleur ou des fleurs au ton pastel. Bref, elles sont complètement instagrammables. Mais pourtant, quand j'ai interrogé la cofondatrice d'Iconic, Tiffany Sarrazin, elle m'a tout de suite dit que son entreprise n'était pas sur Instagram. Effectivement, visuellement, c'est joli, donc ça pourrait être instagrammable. Mais le problème, c'est que déjà, ça pourrait être mal perçu. Il y a vraiment la frontière au niveau de la bienveillance, elle peut être très très vite franchie. Et donc, on n'a pas voulu prendre le risque de choquer des personnes, parce que c'est vrai que quand on associe quand même la mort avec tout ce qui est un peu instagrammable, tout ce qui est un peu selfie, des choses comme ça, c'est très très mal perçu. Et là, il y a quand même un peu de la violence et de la haine des messages un petit peu comme ça qui sont qui sortent ensuite. Donc c'est pas du tout ce que l'on veut pour Iconic, qui vraiment donne juste la liberté aux gens dans la création, de la personnalisation qui est beaucoup plus poussée. Mais pas du tout le matu vu entre guillemets d'Instagram. C'est pas du tout ça qu'on cherche. Par contre, Iconic est présente sur Pinterest, ce réseau social où l'on peut faire des collections de belles images. Apparemment, des gens aiment créer des tableaux virtuels avec des jolies plaques funéraires. Comme quoi. Pour finir mon exploration des liens entre Internet et le deuil, je me suis dit qu'il fallait aussi parler des influenceurs. Je me suis demandé si eux aussi, ils avaient peur de parler de la mort. Et ça tombe bien, je connais une spécialiste du sujet. Perrine Signoret est journaliste indépendante. Elle écrit beaucoup sur la culture web et l'économie des influenceurs.
C'est aussi l'autrice de l'article sur les funérailles et Instagram dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que la mort, c'est un petit peu le tabou ultime, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue pas mal, c'est le fait que les réseaux sociaux, c'est un peu une sublimation aussi de ta vie. Notamment Instagram. T'as pas forcément envie de parler du fait que ton grand-père vient de mourir au milieu de 2 photos où t'es en train de bruncher des avocados toast, quoi. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est un peu l'idée, c'est que c'est censé être des plateformes où on y va quand même pour se détendre, on y va pour rigoler un petit coup. On n'a pas forcément envie de voir des morts, et je pense que les influenceurs, à part peut-être Logan Paul du coup, ont conscience aussi que parler de ça, montrer ça, ça serait aller trop loin. Je pense que c'est le cap qu'il ne faut pas passer. On peut parler de maladies. Il y a beaucoup de vidéos sur des maladies graves, sur des personnes qui ont des cancers, qui expliquent leur traitement, par exemple des personnes anorexiques, etc. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant sur l'anorexie, mais alors sur d'autres maladies comme ça, des troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire, mais pour le coup, on trouve beaucoup de vidéos de personnes sur YouTube qui sont mortes de ces maladies, et c'est des proches qui font des hommages en des diaporamas, des choses comme ça. Ça, c'est une maladie dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça passe parce que ça a un but derrière. C'est-à-dire que c'est aussi pour sensibiliser des personnes qui sont en train de tomber là-dedans, qui peuvent encore s'en sortir. On se dit, bon, je vais montrer que c'était une personne hyper rayonnante qui est morte à cause de ça, et peut-être que ça aidera des gens à s'en sortir. Il est possible de parler de la mort en ligne, à condition qu'on en ait envie, que ça soit fait avec bienveillance et amour, et qu'on en reçoive en retour. Quand quelqu'un annonce le décès de quelqu'un sur les réseaux sociaux, on a toujours des réactions de sympathie, qu'on pourrait regarder de loin avec dédain en disant oui, bon, c'est facile de dire on est désolé, plein de tweets qui disent, des coms qui disent avec un cœur, choses comme ça. On regarde ça souvent avec dédain. Moi, je trouve ça plutôt beau. Touchant, émouvant, et pour ceux qui restent, parce que celui qui est parti, il s'en fout, mais pour ceux qui restent, c'est quelque chose que je trouve qui a de la valeur. Donc, je dirais, ceux qui mettent des petits cœurs, des messages sur les réseaux sociaux, sachez que ceux qui les reçoivent, en tout cas moi, en les recevant, c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a aidé. Face à la mort, Internet peut être d'une grande aide. C'est aussi le cas pour un autre sujet difficile, les envies suicidaires. On en parlera davantage dans le prochain épisode.